1er novembre 2024, Eklou Dodji est nommé nouveau directeur technique national de la Fédération togolaise de football. Nous recevons sur ce plateau le DTN. Avec lui, nous évoquerons plusieurs sujets, entre autres la pose, ou du moins la construction du tout premier centre technique de football. Monsieur Dodji, bonsoir. Bonsoir. C'est un plaisir de vous avoir parmi nous sur ce plateau. Moi, c'est un honneur plutôt parce que je suis en présence que des femmes. C'est ma première sortie sur les médias et je prends vraiment déjà plaisir à pouvoir partager ce plateau avec vous cet après-midi. On vous souhaite encore félicitations pour cette nomination à la tête de la direction technique nationale. Merci beaucoup. Nous parlerons également de la soirée de récompense de l'Association des journalistes sportifs indépendants du Togo, l'AJCIT. L'événement a tenu toutes ses promesses. Vous l'entendrez de la présidente de l'association, Fifi Asogbavi. Madame Asogbavi, bonsoir. Bonsoir Serge. On vous imagine encore fatiguée de cette soirée. Oui, un peu fatiguée, mais on est là. Toutefois, elle a tenu toutes ses promesses. Oui, bien sûr. En fin d'édition, nous retrouverons la présidente nationale du club Femmes Foot Santé du Togo. Elle nous parlera, ou du moins elle va dresser le bilan de leur participation au tournoi international Grammys World Cup. La compétition s'est déroulée du 2 au 5 avril dernier en Afrique du Sud. Amis sportifs, le décor est planté. Bonsoir, bienvenue dans Sport et Détente sur la télévision togolaise. Démarrons cette édition à Agbavé dans la commune Zio 2. C'est dans cette localité que sortira de terre le tout premier centre technique national de football. La cérémonie de pose de la première pierre du nouveau site a eu lieu mardi dernier, 8 avril. Laurent Oumavo y était, voici son reportage. C'est une première dans l'histoire du football togolais. La construction du tout premier centre technique national dans la pose de la première pierre à Agbavé dans la commune Zio 2. L'infrastructure sportive vise à donner une nouvelle impulsion au développement durable du football au Togo. Fruit d'une bonne collaboration entre la FIFA et la Fédération togolaise de football. Ce projet est important pour nous parce que c'est vrai, nous avons besoin des infrastructures modernes pour développer le football, surtout des jeunes. Parce qu'avec ça, nous sommes très sûrs que nous allons éclore des talents. Avec le projet TDS, où nous avons déjà, sur toute l'étendue du territoire, sélectionné des jeunes à partir de 13 ans. Les filles 13 ans qui sont là et qui ont déjà fait 2 ans, nous sommes en train de les encadrer. C'est parce qu'on n'a pas ce centre. Quand ce centre-là, d'ici quelques mois, va être opérationnel, vous verrez que ces enfants-là seront ici et disons, formés à bon escient. La construction de ce centre revêt un double enjeu. Accueillir les jeunes pour un cursus sport-études, servir de cadre pour la mise au vert des sélections nationales et former l'ensemble des acteurs du football national. L'engagement constant des autorités à l'endroit de la jeunesse a été une fois encore mis en avant. La réalisation de ce joyau s'inscrit dans la politique du chef de l'État, son Excellence Fort Essozimna Nyasingbe, président de la République, de faire du sport une force motrice de développement socio-économique de notre pays en général et d'améliorer l'accessibilité des populations aux infrastructures modernes en particulier. Il sera érigé un temple d'une importance stratégique pour l'excellence technique, un lieu de rencontre entre les savoirs, les compétences et les idées novatrices au service du développement du football national. La construction de ce centre symbolise non seulement le dynamisme de notre nation en matière sportive, mais aussi son engagement vers un avenir plus innovant
plus compétitif et plus attractif. Ce projet ambitieux, entièrement dédié à l'épanouissement du football togolais, verra sa première phase terminée d'ici la fin de l'année. Le Togo franchit ainsi un cap décisif pour le développement de son football et ceci grâce au soutien du programme FIFA Forward. Avec Laurent Roumavo, allons à la découverte de ce site ambitieux. Le football moderne a ses exigences et l'une d'elles est la disponibilité des infrastructures modernes. C'est ce à quoi répond la construction de ce tout premier centre technique national. Un projet ambitieux qui s'étend sur environ 20 hectares et comprend 2 pelouses. Une synthétique avec des gradins de 2000 places et l'autre en gazon naturel. L'infrastructure sera également dotée d'un bloc administratif et d'hébergement des jeunes avec 68 chambres sur 2 niveaux et 2 salles polyvalentes de 143 places chacune. Le programme Forward consiste à accompagner les fédérations et les associations membres dans le financement du développement de leur football et aussi dans le soutien aux coûts opérationnels pour le fonctionnement des fédérations. Il est composé en 2 phases. Une première partie donc, qui concerne les coûts de fonctionnement et une deuxième partie consiste à financer des projets de développement. Porté par une vision ambitieuse, ce centre, financé à hauteur de 2 milliards de francs CFA par la FIFA, vise à offrir aux jeunes talents, aux encadreurs et aux sélections nationales un cadre d'excellence conforme aux normes internationales. Vous savez, dans la pyramide de développement du football, on va ce qu'on appelle le grassroots, le football de base, jusqu'à l'élite. Et pour ça, il faut des infrastructures pour pouvoir héberger, faire de la formation, faire de la mise au vert, faire des travaux technico-tactiques et même faire des compétitions. Et donc, ce centre, dans sa conception, permettra de répondre à toutes ces attentes, donc de pouvoir accueillir des formations pour les coachs, les arbitres et le personnel technique, avoir des terrains où on pourra faire des travaux technico-tactiques, soit dans le cadre de l'entraînement normal ou bien dans le cadre de la préparation des sélections qui vont aller jouer dans les compétitions zonales ou bien continentales ou même internationales. La concrétisation de ce projet témoigne non seulement d'une collaboration étroite entre la FTF, la FIFA et les autorités locales, mais aussi de l'engagement commun en faveur de la jeunesse, de l'excellence sportive et de la promotion des valeurs du football au Togo. Et nous sommes toujours sur ce plateau avec le directeur technique national de la Fédération togolaise de football, Monsieur Eklou Dodi. On vient de voir les images, ou du moins on se réjouit de la construction prochaine de ce tout premier centre technique national. Alors Monsieur le DTN, est-ce que vous pouvez déjà nous rappeler votre vision globale pour ce département? Le département technique de la Fédération togolaise de football, bien évidemment, comme on peut le supposer ou l'affirmer, s'occupe de tout ce qui est technique. Et c'est ce que la représentation, c'est la direction technique nationale, dont je suis le responsable aujourd'hui. Le football togolais, aujourd'hui, sur les constats, on voit bien que nous n'avons pas les résultats escomptés. Et si on se limite simplement aux résultats, on va faire un travail qui sera éphémère. Donc, la vision, c'est une vision de longue portée. C'est une vision qui doit se projeter sur 10 ans, sur 12 ans, avec un plan d'action qui permette de développer le football dans toutes ces dimensions. Voilà la vision que moi j'ai en intégrant ce poste, en prenant ce poste, et c'est ce que j'ai proposé à la direction de la fédération dans le projet que je leur ai soumis. Ceci explique donc que la création de ce prochain centre sera donc d'une priorité pour le football togolais. Ce centre constitue le maillon peut-être qu'il nous fallait pour amorcer le véritable développement de notre football dans sa dimension élitiste. Parce qu'effectivement, c'est un centre d'excellence qui va permettre aux jeunes qui vont y rentrer de suivre un parcours d'excellence et de performance pour aller vers le haut niveau. On a souvent parlé de football de base. Oui,
qu'il faut le faire. Mais à partir d'un certain âge ou à partir d'un certain moment, on doit amorcer une autre dimension de notre développement pour nous aligner dans les exigences de football de haut niveau. Et ce centre est un outil qui va nous permettre d'y arriver, du moins d'essayer de parvenir au niveau des tout meilleurs. Voilà. Fifi Assobavi, le tout premier centre technique national, on dira peut-être la pièce maîtresse du développement du football togolais. Puis on en parlait depuis un moment et moi je me réjouis de voir la première pierre posée. On espère que ça va vite se passer et que très très bientôt on aura l'effectivité notamment de ce centre technique là qui va permettre, comme vient de le dire tout à l'heure d'Étienne, à plusieurs jeunes d'y intégrer premièrement et puis de se faire un nom à partir de ce centre. Mais maintenant, ce que nous, en tant que journalistes, nous voyons, nous apprécions déjà ce qui a été le premier pas qui a été posé, mais nous attendons qu'on fasse bien les choses pour que les jeunes qui seront sélectionnés soient réellement les plus talentueux sur le terrain. Sur la base de la compétence. Voilà, de la compétence et de l'excellence. Voilà, c'est ce que je peux ajouter. Alors, DTN, le site est implanté dans la commune Zio 2, plus précisément à Gbavé. Et on en vient à se demander pourquoi précisément dans cette localité-là, elle regorge certainement des atouts. Absolument. Et le site n'a pas été choisi déjà parce que c'est le seul site qui existe. Pour faire ce choix, la direction et le responsable des marchés de la fédération pour l'attribution par exemple des marchés, et on a mandaté des cabinets qui ont fait des recherches et qui ont visité au moins 3 ou 4 sites. Sur toute l'étendue du territoire. Le choix de ces sites répond à certains critères. D'abord, qu'ils s'inscrivent dans un axe ou dans une situation stratégique qui permette de ne pas l'éloigner trop des agglomérations. Mais vous remarquerez bien que c'est sur la route qui va à Kpalimé, qui est un grand centre touristique. Exactement. Ça, c'est important. Il est pas trop loin de Lomé. Et cet axe est appelé à se développer. Et d'ailleurs, l'existence du centre sur ce site va apporter un autre développement à la localité. Et ça se situe sur la commune de Zio, dont je suis originaire. Donc je me réjouis double fois. Voilà, je me réjouis que ça se situe là-bas. Parce que aussi, quand on se rappelle un tout petit peu l'histoire, la commune de Zio, et la préfecture de Zio a produit beaucoup d'internationaux pour le football togolais, à commencer par celui dont tout le monde parle toujours, même quand bien même il est parti assez tôt, c'est le Dr Kaolo. Voilà. On espère donc que la préfecture de Zio nous sortira des talents pour nourrir le football togolais. Alors aujourd'hui, concrètement, quelles sont les infrastructures prévues sur ce centre, ce site, en termes de terrain, les hébergements, les salles de formation? Comme l'on soulignait tout à l'heure dans l'élément qui est passé par rapport à la pose de la première pierre, ce site est construit sur 3 phases. Voilà. La première phase qui est en voie de finition actuellement avec un terrain, les hébergements des jeunes, et les voies qui vont entourer pour permettre l'accès, c'est sur la première phase que ça se fait. Il y a une deuxième phase qui va être amorcée et qui sera la construction de l'infirmerie, des salles polyvalentes, pour permettre véritablement qu'au moins elles soient fonctionnelles pour être utilisées le plus rapidement possible. Et puis il arrivera une troisième phase qui va finir de la finition complète de tout le site et qui permettra vraiment de le rendre fonctionnel pour qu'on puisse véritablement asseoir le développement de notre football à cet endroit-là. On parle de 19 hectares, c'est bien ça? Mais c'est ça. C'est l'un des critères pour le choix du site. Qu'on dispose au moins environ 20 hectares pour permettre que ce site présente des perspectives d'agrandissement. Parce que si on se limite simplement à 1
ou 2 terrains. Peut-être que s'il y a de l'espace, dans l'avenir, il y a d'autres sites, des terrains qui vont être construits pour pouvoir développer, pour avoir beaucoup d'espace de travail. Pourquoi pas. Et alors aujourd'hui, tous les passionnés de football, tous ceux qui vont à l'école de foot se disent certainement qu'ils voudraient intégrer ce centre. Ceci dit, à qui exactement sera destiné ce prochain centre? Normalement, si le site était, les travaux avaient commencé un tout petit peu plus tôt, ça devait coïncider avec l'implémentation du programme TDS, c'est-à-dire le Talent Development Scheme, le développement des talents tout simplement. Et ce sont les jeunes garçons de 8-13 qui ont été identifiés et les jeunes filles de U15 qui devaient intégrer ce centre dès son ouverture. Mais les travaux, pour des raisons diverses, ont pris un peu de retard. Et par contre, les travaux sur la détection ont été réalisés et nous disposons actuellement d'un groupe de jeunes filles qui ont repris les entraînements depuis un mois et qui préparent d'ailleurs un championnat élite en associant 7 centres de formation et académies qui va démarrer incessamment sous peu. Justement, où en sommes-nous donc dans la réalisation de ce projet ou du moins de la phase 1? Est-ce qu'il y a un calendrier prévisionnel? Calendrier prévisionnel, en principe, à la fin de l'année 2027, tout le site doit être fini. Mais là, voilà, toutes les phases doivent être finies. Toutes les phases. Maintenant, on est sur la première phase qui est en voie de finition. La deuxième phase va être amorcée très rapidement. Et ce que nous, techniciens, nous espérons, c'est que si ces 2 phases, ou même la première phase est terminée, qu'on puisse avoir les moyens de pouvoir utiliser déjà ce site-là. Parce que le terrain synthétique va être posé très rapidement. D'ici quelques semaines, le terrain synthétique va être posé. Mais nous, techniciens, c'est ce qui nous intéresse. Ces outils-là, pour pouvoir travailler déjà. Donc, si nous avons ce site et que la Fédération met à notre disposition quelques moyens, pourquoi ne pas aller commencer à utiliser des sites? Oui, on se dit, pourquoi un site synthétique, un terrain synthétique plutôt qu'un terrain naturel? Il y a déjà un deuxième terrain qui est prévu en herbe. Voilà. Mais le terrain synthétique, comme tout le monde le sait, nécessite moins de contraintes d'entretien. Moins de contraintes. Et puis, sur la durabilité, on ne dépense pas autant à entretenir un terrain synthétique qu'on dépenserait à entretenir un terrain herbé. Et on sait très bien les conditions dans lesquelles nous sommes. Quand on a les terrains herbés, il faut un véritable entretien pour que la pelouse reste véritablement une bonne pelouse pour travailler et faire des compétitions. Alors aujourd'hui, quels sont les principaux besoins actuels pour justement faire avancer le chantier en termes de financement, d'appui technique, d'équipement? Bon, je ne rentrerai pas trop sur les détails techniques parce que je ne maîtrise pas, parce que c'est des domaines techniques. Mais à ce que je crois savoir, les entreprises qui travaillent là-dessus ont bien sûr souscrit à un marché et ils ont des délais pour pouvoir livrer l'ouvrage. Donc on est là-dessus et les parties qui seront terminées, qui sont prévues à être terminées, seront terminées, je crois, maintenant dans les délais, seront terminées et à partir de là, on va avancer sur les phases suivantes. C'est l'occasion de placer peut-être un mot à l'endroit des partenaires, des autorités, tous ceux qui veulent contribuer à la réussite de ce projet. Le premier partenaire pour nous, c'est l'État. Ça, c'est une chose. Et si l'État doit nous accompagner sur ce projet-là et surtout dans son fonctionnement. On aura la propriété du site, de l'outil. Maintenant, il faut le rendre performant. Et en cela, on aura besoin de moyens, des moyens humains, des moyens financiers. J'en parle pas puisque même pour avoir les moyens humains, il faut le financier. Et dans le fonctionnement, qu'on puisse disposer des équipements adéquats d'évaluation
de performance pour pouvoir travailler de bonne manière avec les jeunes. Alors, on reste toujours avec vous d'été. Nous sommes toujours dans le ZIO. Samedi dernier, le district préfectoral de football de Tchévié a lancé un tournoi dénommé Base 2. Cette compétition regroupe 10 équipes de la localité scindées en 2 groupes de 5. L'objectif de ce championnat est de détecter les jeunes joueurs pour les divisions d'élite. En match d'ouverture, Licorne FC de Blévier a battu Kamatrans de Djagblé 2-1. Le compte rendu avec Atoussaba. 10 clubs répartis en 2 poules de 5 partent à la conquête du trophée du tournoi de base 2 organisé par le district préfectoral de football de Zio. Pour cette rencontre inaugurale qui met aux prises l'Icône FC de Blévier à maillot bleu et Kamatrans de Djagblé, on note la présence de l'honorable Nomagno Nyonfia Toulassi Ametepe, vice-président de la Ligue maritime et du directeur technique national Eklou Doji, aux côtés du président du district préfectoral de football de Zio, M. Xavier Assimadi. Plus aguerris, les joueurs de l'Icône ont cueilli à froid leurs adversaires. 35 secondes de jeu ont suffi à Guy Bliti d'ouvrir le score. Un acquis que les Bleus finiront par perdre à la 34e minute. En seconde période, Kamatras pousse, mais l'Icône résiste. L'équilibre des forces a perduré. Finalement, dans les derniers instants de la partie, les Bleus reviennent à la charge pour porter le score à 2-1 grâce à Grégoire Aziakou. L'Icône 2, Kamatrans 1. Ça nous a donné beaucoup de confiance. C'est la fierté, certaines équipes qui sont dans les cantons, villages, de montrer leur face. Ce qu'ils savent faire, on ne veut pas démontrer juste nos talents, on veut avancer et jouer à la prochaine saison à Division 3 togolaise. Notre défense a un peu flotté et nous allons essayer de corriger ça lors de l'entraînement. Et je vois que ce manque de confiance aussi qui nous a conduit à cette défaite. Et on essaiera de donner le meilleur de nous-mêmes la prochaine fois. À travers ce tournoi, le district préfectoral de football de Zio veut faire la promotion des jeunes talents. Nous voulons faire une promotion des jeunes joueurs à la base. Et cette compétition, nous l'avons lancée pour qualifier un certain nombre de clubs pour la base 1. Et au niveau de la base 1 aussi, nous avons lancé cette compétition pour qualifier certains clubs au niveau de la régionale 2. Qui sont les clubs au niveau de la Ligue. Maintenant ici, qu'est-ce que nous avons fait? Les clubs de base 2, la finale, celui qui aura cette coupe, est qualifié directement pour la régionale 2. Et ainsi, au niveau de la base 3, le premier sera qualifié directement pour la base 1. Ainsi, ça fait motiver les clubs pour s'organiser dans cette compétition. Nous avons constaté la joie dans les équipes. Donc notre objectif est atteint. Cette initiative est salué par le directeur technique national de football. Une initiative qui pourrait permettre aux jeunes de jouer doit être accompagné. Et en tant que directeur technique national, je viens soutenir cette initiative. Il s'agit d'un championnat qui permet après de monter en 3e division, notamment la base 2. Et il y a la base 3 aussi. C'est cette innovation que le district a trouvée. Donc il faudra l'évaluer pour voir vraiment son efficacité. Et s'il y a d'autres formules à apporter au district, bien évidemment, c'est le rôle de la direction technique nationale qui va passer par le directeur technique préfectoral, qui lui aussi va passer par le directeur technique régional pour pouvoir mettre en place des compétitions au niveau des districts. On a vu un lancement de ces championnats très intéressant. Le tournoi base 2 regroupe les clubs issus des différents cantons de la préfecture de Zio. Un lieu de brassage entre les fils et filles d'une même préfecture. C'est un moment de faire play sur le terrain. Et en plus, ça va créer aussi l'amitié, la fraternité entre les cantons, bien entre les clubs. Maintenant, sur la population, je peux dire que c'est un moment de partage, c'est un lieu de rencontre et d'échange. Le tournoi base 2, démarré ce 5 avril, prend fin en novembre prochain. Toujours pour le compte de cette première journée, Scorpion a battu leader 3-1 dans la poule A. Dans la poule B, CF Lights est battu 0 but contre 3 par Étoile d'Achanvé. Étoile d'Or de Tchévié n'a pas fait le déplacement de l'école primaire publique de Bli-Mivapo pour y défier Acaciel de Zioun.
Et dans le cadre de ce tournoi, le district préfectoral de football de Zio veut détecter les meilleurs du tournoi afin d'en faire une équipe plus compétitive. Dans ce dossier signé à Tchoussaba, découvrons les ambitions du district préfectoral de football de Zio. La formation des jeunes joueurs à la base préoccupe le district préfectoral de football de Zio. Pour ce faire, plusieurs compétitions sont organisées. En témoigne ce tournoi dénommé Base 2, un cadre propice pour concrétiser le dit projet. Cela passe au prime abord par la détection des talents. C'est donc une occasion offerte aux différentes catégories de jeunes joueuses et joueurs de s'exprimer et de démontrer leur savoir-faire afin de se faire une place de choix. Le tournoi Base 2 va durer presque 7 mois. Les meilleurs joueurs seront sélectionnés, 30 joueurs par catégorie d'âge. Un plateau de séances théoriques et pratiques sera offert à ces derniers en vue de les rendre plus performants. Le district entend mettre sur pied des équipes préfectorales compétitives de chaque catégorie. Toute la compétition, il y aura une sélection au niveau de chaque catégorie, 30 joueurs. Donc nous allons créer un collège d'entraîneurs et à chaque temps les recycler au fur et à mesure afin de faire un produit pour le district que nous allons exposer sur le marché des grandes équipes. Tout comme les tournois Base 2 et Régional 2 en cours, les meilleurs joueurs issus des différentes compétitions, dont celles qui verront le jour, à savoir Base 3, Base 1 et Régional 1, pourront être mis à la disposition des clubs d'élite du Togo. Le parti, c'est que les jeunes aujourd'hui qui ont décidé de prendre le football comme leur métier ont trouvé autour de cette compétition une ouverture, un chemin qui va mener vers ce succès-là. Le jeu dans son ensemble, chacun a essayé de démontrer ce qu'il a en lui pour faire plaisir à son public et en même temps se faire voir par les promoteurs. Et j'ai l'impression que avant que cette compétition ne finisse, on verra un joueur soit en D2, pas en D1. L'attente est qu'à la fin de ce championnat, on puisse dégager une équipe qui peut représenter le Zion dans divers championnats. En 8 comme féminin. Mi-mai, nous allons commencer le championnat féminin. Ce programme, étalé par le district préfectoral de football de Zio, s'inscrit dans la dynamique de la culture de l'excellence. Et voilà donc, DTN, on voit que vous êtes sur tous les fronts en ce qui concerne le football. Oui, bien sûr. Une fois de plus, c'est chez moi. Je suis né à 1 kilomètre du stade. Donc, il est tout à fait naturel que lorsque j'ai reçu l'invitation, je puisse faire tout et tout pour y aller. Et j'y étais. Et je dois être à tout le fond. Parce que si je voudrais véritablement mettre en place un programme d'action, il me faut voir et constater tout ce qui se passe pour pouvoir apporter des solutions et ou proposer des solutions. Depuis ma nomination, j'ai créé un cadre de concertation pour toucher tous les acteurs qui sont dans le développement de notre football ou dans la gestion de notre football. C'est ainsi que j'ai rencontré le bureau exécutif de l'année foot, des entraîneurs. Je les ai rencontrés, j'ai rencontré les anciens joueurs, j'ai rencontré les directeurs techniques régionaux, je les ai fait venir, on a eu une séance de travail pendant 2 jours. Et j'ai rencontré des arbitres, j'ai été leur parler, j'ai rencontré tous les sélectionneurs, individuellement et collectivement, et leur staff, je les ai rencontrés tous, justement pour cerner toutes les problématiques qui font qu'aujourd'hui notre football manque peut-être de compétitivité et n'arrive pas à réaliser des performances. Je ne veux pas partir comme ça, dans l'inconnu pour dire « oui, moi je vous propose ça, je vous impose ça, c'est ce qu'on va faire ». Non, à partir de ces constats-là, on va construire et ce serait inclusif déjà. Quand les personnes se sentent intégrées et impliquées dans un projet, je pense qu'ils participent encore mieux pour qu'on puisse arriver au bout, comme je le fais avec les centres de formation et les académies. J'attends de rencontrer les responsables
pour qu'on puisse, parce que tout le monde parle de la formation. On parle de la formation des joueurs. Et ça va passer par quoi et par où? La formation, ça réside. D'ailleurs, le programme TDS nous montre déjà la voie. Il faut une identification des talents, c'est la détection. Ce sont les deux piliers de la formation des joueurs, c'est l'identification des talents et le projet sportif. Voilà. Et au niveau des centres de formation et des académies, par exemple, on voit que tout le monde travaille à sa façon. Ces centres, il y en a d'autres, certains qui sont agréés par le ministère et qui sont performants et qui font de bonnes choses. Mais il y en a d'autres, par contre, qui travaillent, c'est bien, ils ont le mérite parce qu'ils occupent les enfants, qui, s'ils ne sont pas avec eux, peut-être seront en train de perdre des bêtises ailleurs. Donc c'est un mérite aussi. Mais quand on veut aller vers l'élite, il y a une certaine ligne de conduite à tenir. Et c'est avec les centres de formation et les académies que nous allons travailler. Vous voyez, je disais tout à l'heure que le Centre technique national, c'est le maillon structurel qui doit nous permettre d'amorcer notre développement dans la dimension élitiste. Les centres de formation, les académies qui travaillent déjà peuvent aider justement à cette culture de la performance et de l'excellence dans le centre technique. Parce qu'ils auraient fait un certain nombre de travail et quand le Centre technique national va récupérer ces jeunes, le travail ne pourra qu'être bonifié et optimisé. La Fédération togolaise de football a offert un lot de ballons à titre symbolique hier au ministère des enseignements primaires et secondaires en vue de développer le football en milieu scolaire. L'initiative émane de la Fédération internationale de football FIFA en lien avec l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO. Cette remise symbolique s'est déroulée à l'instance dirigeante du football au Togo, à Toussaba. Le ministère des enseignements primaires et secondaires reçoit de la Fédération togolaise de football un lot de 7000 ballons dans le cadre du projet FIFA for School. Le projet a été élaboré par la Fédération internationale de football en collaboration avec l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO, pour soutenir le football dans les écoles. L'initiative prend en compte la catégorie de jeunes de 4 à 12 ans. Ces ballons seront distribués dans tous les établissements scolaires des régions du Togo pour développer le football à la base. L'objectif était de faire de la pratique sportive un support sensibilisé d'abord et développer toutes les valeurs éducatives. À partir du moment où on commence à inculper ces valeurs aux enfants, on pense qu'en grandissant, ils vont aussi les porter pour que ces valeurs puissent vraiment atteindre un certain nombre de personnes durant toute leur vie aussi. Donc c'est un projet ambitieux, innovant. Avec les ballons reçus, les 40 encadreurs de la Fédération togolaise de football ont de quoi former les instituteurs en charge de la mise en œuvre de ce projet dans les écoles. Il y a une clé de répartition pour toutes les régions éducatives. Il y a un lancement officiel des activités qui va marquer ou qui va donner le ton aux activités du projet au niveau de toutes les régions éducatives et au niveau des établissements scolaires sélectionnés pour cette phase initiale. C'est un engagement que prend également le ministère des enseignements primaires et secondaires de faire un usage adéquat du lot réceptionné. La Fédération togolaise de football FTF veut faire de ce projet FIFA for School un outil de développement dans les établissements scolaires. Football toujours avec le championnat national de première division. La 15e journée a été disputée en semaine. Mercredi, Gomido de Palimé a renoué avec la victoire sur ses propres installations. Les Showboys ont infligé une lourde défaite à son hôte, Entente 2 de Lomé, 4-0. Les temps forts de cette rencontre avec Tchempiutba. Gomido de Palimé, qui n'avait pu remporter de victoire sur ses propres installations, avait de quoi être sur ses gardes. D'ailleurs, sa dernière à domicile remonte au mercredi 22 janvier 2025 lors de la 7e journée face à l'AC Barracuda, battu sur la plus petite des marques. Cette fois-ci, avec l'entente 2, le temps est donné à la 14e minute quand Alain Davila Kouachi
ouvre le score. À la 17e, Fichal Oroghezere, un fidèle buteur maison, corse l'addition. Cette addition sera salée à la 39e minute par Souleymane Oro Gafo, un autre buteur maison. Puis à la 86e, Fichal Oroghezere, encore lui, revient pour signer son doublé. En 72 minutes, de la 14e à la 86e, Gomido inscrit 4 buts, soit un but chaque 18 minutes. Contre 0, côté Entente 2. Je pense que peut-être on a trop travaillé physiquement. Je pense qu'on attend de payer ça. Parce qu'il faudrait gérer la récupération pour le prochain match. On tire toujours des leçons. On s'est parlé la dernière fois, on a pensé malheureusement, on pense que c'est le corps qui ne suit plus. Il faut vraiment récupérer. Avant de récupérer aussi, les Showboys de Kwalimé savourent leur deuxième succès à domicile. C'est notre deuxième victoire de la saison à la maison. Et ça fait un bon moment qu'on court derrière cette deuxième victoire qui arrive au bon moment. Satisfait parce qu'on a été réalistes aujourd'hui. Parce qu'il y a beaucoup de matchs où on a eu beaucoup d'occasions, à l'image de l'avant-dernier match qu'on avait joué, on n'a pas marqué. Aujourd'hui, on a réussi à marquer, c'est bien. C'était un match très physique. Je pense que les garçons ils ont beaucoup donné. Je suis vraiment content de... Cette large victoire permet à Gomido de faire un bond dans le classement, quittant la 9e pour la 8e place avec 21 points plus 6. Tandis que l'Entente 2 chute de la 2e à la 5e place avec 23 points moins 2. Pour finir, Gomido saisit l'occasion pour offrir des vivres à l'un de ses fidèles supporters maison du nom de Nabil. Du Togo, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, merci. Et pendant ce temps, du côté de Gossimé, à Lomé, Bolwe Soudela, qui était en déplacement, a dicté sa loi à son hôte AC Barracuda, battu 0-1. Jean-Kofi Hededi. AC Barracuda Bouressou, ou le duel entre le 13e et le 8e au classement. Cette dispute de la 15e journée permettrait à Barracuda de se relancer et quitter la zone de relégation en cas de victoire. Sauf que les Dockers vont s'enfoncer davantage. Tout a été joué dans les 2 derniers quarts d'heure. L'instant où l'AC Barracuda a créé d'énormes occasions de but sans réussir à concrétiser une. L'adversaire, étouffé, va réussir à un moment à renverser la situation. Il saisit l'occasion et plie le match dès la 77e minute grâce à cette reprise du Kouadjo Abdul Razak. Bouressou 1, Barracuda 0. Arrivé un moment, AS Barracuda avait le jeu à son compte et nous, nos changements qui ont fait un peu de naïveté, mais à la fin, ce but est venu quand même nous soulager. Reprendre le championnat avec des matchs dans les semaines, 3 matchs dans une semaine, ce n'est pas trop bien pour la reprise. On n'arriverait pas à corriger vraiment le fond du jeu, mettre les choses en place, mettre les conditions physiques nécessaires pour que les joueurs puissent se rôder dans le championnat. La pause ne justifie pas qu'on accumule des matchs en début du championnat. L'AC Barracuda végète dans la zone rouge. Toutefois, son coach reste confiant d'un maintien en D1. Il faut une erreur dans une équipe pour que l'autre équipe gagne. Aujourd'hui, c'est de notre côté que l'erreur est venue. Donc, je pense que le gardien n'a pas eu la main ferme. Et bon, ça a apporté le but. On pouvait sortir avec un match nul. Ça ne serait pas négligeable. Rien n'est encore joué pour le maintien. Même si le peloton de tête s'éloigne un peu, pour le maintien, ça se joue à des miettes. Donc,
on espère se maintenir jusqu'à la fin de la saison. La 16e journée prévue ce week-end, Barracuda fera le déplacement de Ouelou pour défier la SCK, tandis que Bouressou se prépare pour accueillir Gomido FC dans son entre à Anehokota. Et le face-à-face AC Barracuda Bouressou a été l'occasion de s'intéresser aux raisons qui expliquent le manque d'affluence au stade de Gbossimé lors des rencontres du championnat national de première division. C'est un sujet de Jean-Kofi Hededi. La rencontre Barracuda-Bouressou prévue au stade municipal de Lomé a été délocalisée au stade de Gbossimé pour raison d'indisponibilité du stade. L'on s'attendait à une forte mobilisation des spectateurs. Malheureusement, pas d'affluence. Cela s'explique. Aujourd'hui, vraiment, il n'y a pas d'affluence. Comme c'est un jour ouvrable par rapport aux autres jours, je suppose que les gens sont préoccupés par leur service. Ils ne sont pas arrivés nombreux au terrain comme d'habitude. C'est les amoureux de football qui viennent suivre le match aujourd'hui. Généralement, les rencontres programmées les jours ouvrables drainent moins de spectateurs. Mais spécialement pour le stade de Gbossimé, la raison est tout autre. Tout ce qui se passe au Togo maintenant en matière de football, ça ne nous honore pas. Parce que je vois que la fédération aussi n'est pas organisée de telle sorte. Tout d'abord, sur l'aire de jeu, le ballon dont les joueurs jouent, ce n'est pas efficace. Les pelouses, non. Et vous voyez l'état dans lequel les supporters sont ici. Est-ce que c'est possible? Et pourquoi la fédération ne peut pas promouvoir le football togolais? Hein? Pourquoi? Les joueurs souffrent, les supporters souffrent. Gaza, c'est un grand club. Présentement, notre terrain là, c'est pas bon. C'est pas bon. Notre terrain là, regarde, s'il vous plaît. J'aimerais savoir, poser cette question maintenant à la Fédé, sur quels critères ils se basent pour homologuer le terrain. Le terrain d'Agaza, ce n'est pas un terrain homologué. C'est honteux de jouer un championnat de première division sur ce terrain. C'est vraiment honteux pour notre pays. De grâce. Ce terrain n'a pas de structure. C'est un hangar, ça, le tribune. C'est un hangar. On ne peut jamais appeler ça une tribune. Dans quel pays? Les supporters, il n'y a pas de gradin, il n'y a pas de chaise pour s'asseoir, il n'y a pas d'assises. Non, c'est déplorable. Avec cette allure-là, nous allons tourner en bourrique et nous allons courir comme si nous marchions dans un bateau. On ne va jamais avancer. Au-delà de l'inadéquation des équipements, d'autres spectateurs décrivent le prix trop élevé des billets d'entrée. Franchement, à l'entrée, les gens s'inquiètent du prix des tickets. Les gens s'inquiètent beaucoup. Ils disent que la vie est chère et nous vendons les tickets 1000 francs, 2000. Ça dépasse leur entendement. Si bien que les gens ont envie de voir le match, si bien qu'ils n'ont pas les moyens nécessaires pour venir suivre les matchs. Quelque part, je dirais que c'est le manque de moyens qui fait que les gens n'arrivent pas à venir suivre les matchs. 1000 francs pour les gradins et 2000 pour la tribune. Vivement que les réglages nécessaires soient faits pour attirer plus de spectateurs au stade de Gbossimé. La 15e journée de la D1 Lonato s'est poursuivie jeudi avec la rencontre AS-OTR-AS Bina, soldée par un score de 3-1 pour les Otérois. À Tchoussaba. L'AS-OTR a dominé la plupart des duels durant la partie. Sa pression oblige la défense adverse à commettre des fautes. Sur une de ces fautes, le coup franc de Robert Kouera sert d'ouverture du score pour l'AS-OTR juste avant la pause. À la 50e minute, l'arbitre Foume Kofi siffle un pénalty contre l'AS Bina et à la suite, il l'annule. Cette décision crée une incompréhension au niveau des joueurs de l'AS-OTR. Le jeu fut arrêté durant pratiquement 8 minutes. Par la suite, l'AS Bina sort de sa base et affiche de belles intentions. La formation des cornes de la Bina remet les pendules à l'heure à la 75e minute grâce à Safianou Salé. Dans le temps additionnel, les Otérois acculent les cornes et les mettent en difficulté. L'AS Bina trébuche à 2 reprises et encaisse coup sur coup 2 autres buts.
Avec cette victoire, l'association sportive de l'Office togolais des recettes reconforte sa position. Une victoire fait du bien, non seulement du bien pour nous, mais du bien pour ceux qui sont venus sur le match. Vous avez vu, l'AS Bina aussi n'a pas démérité. Pour le coach Bonfo Arimiaou, la défaite découle des erreurs défensives. On s'est créé 2-3 occasions franches. On pouvait aussi marquer. Malheureusement, on ne l'a pas fait. Et souvent, les dernières minutes, ça peut cacher. Je crois qu'on a perdu aujourd'hui. On n'a plus droit à l'erreur. Pour le compte de la 16e journée, l'AS OTR reçoit CDF à Kounou, tandis que l'AS Bina va croiser les crampons avec ASCO. Et à la fin de cette rencontre, certains supporters ont diversement apprécié la qualité du jeu produit par les deux formations. Nous les écoutons au micro de Achou Saba. Ce soir, j'ai vu de la technicité, plus précisément dans la formation d'Assoter, ils ont posé la balle au sol et ce qui pour moi a fait ressortir des passes dans le dernier carré. C'est le mental, le football, il y a beaucoup de paramètres qui vont avec. On avait vu que l'arbitre a essayé de casser l'animation de la rencontre, mais la mentalité de cette formation de l'Assoter a été au-delà de son adversaire. De l'Assoter, ils ont cru jusqu'au bout, mais ça fait la différence. Ils ont remonté le score, mais je ne pensais pas qu'ils allaient le faire parce que j'ai vu qu'à la dernière minute, l'AS Bina a craqué. Bon, selon moi, le coach ne devait pas faire sortir le capitaine. Et j'ai vu que c'est par là l'AS OTR a passé pour marquer ces 2 buts-là. Ça m'a énervé. Une rencontre très intéressante. Et je mets quoi dans intéressant? Parce qu'aujourd'hui, j'ai vu 2 équipes qui ont circulé le ballon. C'était un match de championnat. Mais j'ai vu des équipes très à l'aise sur le terrain, des équipes qui ont joué, qui ont essayé de circuler, de faire asseoir ce qu'elles ont l'habitude de faire à l'entraînement. Et je vois que le public qui est venu est reparti satisfait. Les joueurs de l'AS Bina ont été un peu naïfs. Naïfs en quel sens? Ils sont venus, ils sont en déplacement. Et 1-1, déjà à 90 minutes ou bien 88 minutes, vous êtes à 1-1. Vous laissez le jeu, vous vous concentrez et vous repartez avec 1 point à la maison. Mais à la 88e minute, je vois des joueurs de AS Bina, malgré qu'ils sont un peu essoufflés, mais qui veulent encore forcément coûte et coûte marquer. Ce qui a fait qu'il y a eu un espace vide et les éterons ont su profiter de cet espace. Voilà, je vous donne à présent les autres résultats de cette 15e journée de la D1 Lonato. CDF Aknour, ASCK, 0 but partout. AC Barracuda, AS Bolesou, 0-1. Astambo, Unisport FC, 1-4. Gomido, Entente 2, 4-0. FC Espoir, Étoile Filante, 1 but partout. Doumbé FC, ASCO, 1-2. AS OTR, AS Bina, 3-1. Et voilà donc, DTN, c'était là la 15e journée du championnat national de première division, la D1 Lonato, qui suit son bout de chemin. Et aujourd'hui, la question est d'avoir votre regard en général sur ce championnat de première division. C'est vrai que c'est la première saison que je vis pleinement ce championnat. Et depuis ma prise de fonction, j'ai été regarder beaucoup de matchs. Je suis allé moins ces derniers temps, mais j'en ai regardé beaucoup. Et de loin, le constat que je fais, c'est que d'abord, à travers toutes les interventions de certaines personnes, que ce soit les entraîneurs et les supporters, on voit bien que notre football est devant quand même des problématiques assez importantes. Très, très importantes si on prend les infrastructures. Effectivement, quand on est dans des situations comme ça, il est très difficile de développer du football. Donc, l'une des solutions, des pistes de solutions qu'on peut déjà prévoir dans toutes les actions qu'on doit mener, c'est d'accompagner les clubs à améliorer la qualité des infrastructures. Quand je le dis de les accompagner, on peut les accompagner sur le plan technique, on peut les accompagner, plus financier, les accompagner pour qu'ils puissent aménager ne serait-ce que la pelouse, afin que les joueurs soient dans les meilleures dispositions pour pouvoir jouer. Ça, c'est une chose. En poussant plus loin
les analyses, on pourrait dire dans notre organisation, en général des clubs, les clubs doivent arriver à fidéliser, si on veut véritablement qu'il y ait en place un projet de jeu, un projet sportif. Quand on remarque que des joueurs, même à l'intersaison, à la trêve, ils partent ailleurs, comment voulez-vous qu'un entraîneur puisse asseoir un projet sportif pour développer quelque chose? C'est très compliqué. Donc ce sont ces problématiques-là auxquelles nous sommes confrontés et que la direction technique nationale doit aussi accompagner les services de la fédération pour trouver des mécanismes pour améliorer ces conditions-là. Parce qu'effectivement, quand on regarde les terrains, ça laisse à désirer, il faut le dire, c'est clair, mais on ne peut pas attendre non plus que tous les terrains soient construits partout au Togo avant qu'on ne puisse améliorer le football. Et là aussi, ça nous interpelle et nous amène sur un autre problème, c'est la problématique des entraîneurs, de la formation des entraîneurs. Nous devons arriver aussi à former des entraîneurs pour qu'ils puissent disposer des outils nécessaires pour mettre en place des programmes cohérents et travailler pour aller véritablement vers le haut niveau. Voilà. Alors Fifi Assobavi, la question des infrastructures, mais surtout le cas de Bossimé est un cas très décrié. Justement, quand vous allez suivre des matchs là-bas, même pour la presse, c'est un problème. Parce qu'il n'y a pas, comme ils l'ont dit tout à l'heure, il n'y a pas de tribune. Pas de tribune, c'est un hangar. Et là, il n'y a pas assez de place aussi. Et maintenant, donc, tous les supporters sont obligés de rester sous le soleil comme cela. Et à chaque fois, quand on va faire un match là-bas, les supporters se plaignent. Et il va falloir regarder ça de près. Bon, est-ce qu'il faut continuer à jouer les matchs de première division sur ce terrain? C'est à la fédération On parlait tout à l'heure d'homologation des terrains. Justement, ça a été homologué puisqu'on joue et la première division et la deuxième division là-bas. Et plusieurs matchs se jouent là-bas. Ou soit passer à une amélioration en attendant de faire des tribunes. Penser à une amélioration pour permettre aux supporters, parce qu'ils déboursent de l'argent quand même. Hein. Et c'est jusqu'à 2000 francs l'accès au terrain et puis rester sous le soleil, c'est quand même compliqué. Ceci dit, c'est un nouveau championnat qui démarre avec cette phase de retour. Hein. Justement. Et puis, moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de voir un peu le chamboulement dans le classement actuellement. Et les clubs de la COSA qui reviennent en force. Et entendre de qui est en train de s'essouffler. J'ai l'impression, puisque ça fait déjà trois défaites d'affilée, hein, depuis 2 défaites avant la fin de la phase aller. Et puis, une cuisante défaite à Kpalimé. Ça, moi, je n'ai pas compris cette défaite-là. C'est vrai qu'ils ont perdu face aux 2 derniers. Lors des 2 dernières journées, avant cette journée-là, maintenant, venu perdre 4-0 but contre 4 face à Gomido. Bon, il faut le faire. Je ne sais pas ce qui se passe là-bas parce qu'ils étaient sur un rythme vraiment intéressant. Il paraît qu'ils seraient en train de jouer le maintien. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qui explique cela? Je ne comprends pas. Alors pourquoi ils ont joué la première partie de cette façon-là jusqu'à prendre la première place et on se disait au moins il y a un challenge cette saison parce qu'on nous a habitués à voir à SASCO et ACK toujours aux 2 premières places. Ça devenait, on rentrait dans une monotonie. Là, je me disais maintenant en temps de duel là, c'est pour titiller un peu. Et puis d'un seul coup, des défaites qui s'enchaînent. C'est normal, les gens se disent, parce que quand tu es champion, tu dois te préparer à aller sur le continent. C'est de l'argent. C'est de l'argent. Et là, est-ce que c'est pour ça? Peut-être c'est pour ça que les gens disent qu'ils sont en train maintenant de jouer le maintien, se disent, on ne va pas trop débourser pour aller sur le continent, je ne sais pas. Oui, madame, je disais tout à l'heure que le manque de projets sportifs pour les clubs, c'est quelque chose qui ne peut pas permettre que l'on puisse performer. Je voulais dire que lorsque vous rentrez dans un championnat, vous avez un projet de budget qui va avec. Avec ce projet de budget, vous devez déterminer les objectifs que vous avez sur la saison. À partir de là, vous mettez en place l'équipe qu'il faut. Lorsqu'on démarre le championnat, il y a des équipes, de par leur préparation, se remettent vite en jambes par rapport à d'autres. Et c'est peut-être ce dont a bénéficié l'entente 2. Maintenant qu'on rentre dans une phase où la va décider, est-ce qu'ils ont la matière pour pouvoir continuer sur le même rythme? L'entraîneur l'exprimait clairement et dit on est fatigué.
Il dit on est fatigué. Mais là aussi, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure, lui, je crois que c'est quelqu'un qui a fait l'Institut des sports et qui connaît bien les choses, voilà, et qui connaît bien les choses. Mais là aussi, ça rentre dans toute la programmation de la saison, la programmation sportive de la saison. Et puis au niveau de l'attente, il y avait aussi un problème de régularité des défaites, c'est-à-dire qu'à chaque match, à chaque match son équipe, ça aussi, ça ne les arrangeait pas du tout. Parce que quand on veut aller loin, il faut avoir une base solide. Absolument. Voilà, donc quand vous voyez un joueur aujourd'hui qui a joué 90 minutes, qui a été titulaire, la prochaine fois vous le voyez sur le banc, prochainement, à la troisième journée, il est titulaire. À ce niveau aussi, il va falloir régler les choses autrement. En tout cas, on se réjouit quand même de Gomido qui revient. Oui, qui revient. Gomido qui a commencé très mal, timidement ce championnat, mais qui revient. Et bon, ça c'est bon pour le club de Cloto. J'aimerais revenir également sur l'AC Barracuda, ça devient inquiétant. C'est vrai que le coach dit tout à l'heure que non, qu'il y a encore du temps, rien n'a encore joué, c'est vrai. Mais quand on parle de l'AC Barracuda qui est aujourd'hui relégable, depuis le début de la saison, ça ne va pas du tout, c'est des défaites sur des défaites. C'est vrai que lors de la reprise de cette deuxième phase, ils ont fait une victoire. Et là encore, ils retombent dans des défaites. Il va falloir régler rapidement également les choses au niveau de la saison. On entendait l'entraîneur parler tout à l'heure de cumul de matchs après la pause. Il joue en semaine, il joue le week-end. Ouais, c'est un inconvénient. Oui, bon, c'est une situation qui n'est pas, surtout pour les clubs qui ne disposent pas d'effectifs conséquents. C'est très important, on joue tous les 3 jours quasiment. Il faut avoir de la matière pour pouvoir avancer, c'est vrai. Mais ce qui est intéressant quand même dans ce championnat, depuis que moi je le suis, c'est que l'ordre des choses a été bouleversé. ACK, ASCO dominait depuis ces 5 dernières années, mais on voit quand même qu'il y a des équipes qui viennent les titiller maintenant. Est-ce que c'est parce qu'eux, ils ont régressé, ou bien plutôt ceux qui sont en bas qui ont progressé? Et j'espère que ce soit plutôt cette alternative-là. Et ça nous donnera un championnat avec de l'émulation jusqu'au bout. Et ça, c'est intéressant. Voilà. La D1 se poursuit ce week-end avec la 16e journée. Un seul match ce samedi en tente 2 à Estambo au stade municipal de Lomé. Demain dimanche, 6 rencontres. AS OTR CDF Aknou au municipal de Lomé. AS Bina ASCO au municipal de Kara. Unisport FC Espoir au municipal de Sokodé. AS Bolesou Gomido FC au municipal d'Aneho. ASCK AC Barracuda au stade Welou à Kara. Et enfin, Étoile Filante Doumbé FC au stade de Bossimé. Laquelle de ces rencontres vous tente le plus, DTN? Je ne sais pas. Il y a Espoir. Hein. Il y a Espoir et puis il y a Gaza. Moi, je suis à Tchévier, à Gaza. Ce sont mes 2 clubs. Donc, que je sois d'un côté ou de l'autre, c'est pas gênant. Voilà. Le chemin m'amènera là où je vais aller. Parlons de toute autre chose à présent. L'Association des journalistes sportifs indépendants du Togo était en assemblée générale ordinaire jeudi. Cette assemblée a été couplée d'une formation des membres de l'association sur des thématiques visant la perfection dans l'exercice de leurs fonctions. Jean-Kofi Hededi. Les membres de l'Association des journalistes sportifs indépendants du Togo, AGICIT, sont à l'école du traitement de l'information. Ce, pour une 3e fois consécutive. Après Atakpame en 2023, Lomé a pris le relais en 2024, puis cette année 2025 pour une nouvelle séance qui vient renforcer une fois de plus les capacités des journalistes sportifs. Il y a quand même des insuffisances que nous voulons améliorer. Donc, ce qui veut dire que nous attendons une formation adéquate pour être sur le terrain, pour mieux valoriser nos compétences et présenter quand même le visage des journalistes indépendants du Togo. Être membre de AGICIT, je vous assure que c'est d'un atout très formidable. Ce que je découvre dans cette association, je n'hésiterai pas à le partager avec les autres. On a la possibilité de faire des voyages, on a la possibilité d'apprendre beaucoup de choses. Nous sommes à un atelier, c'est déjà très particulier, ce n'est pas dans toutes les associations qu'on peut se faire former dans le métier qu'on fait.
Et cet atelier, c'est déjà une particularité et surtout que ça, c'est assorti d'un certificat. La formation fait suite à une assemblée générale ordinaire organisée la veille. Une dynamique insufflée à l'association par l'équipe dirigeante avec l'appui du ministère de la Communication, des Médias et de la Culture et du ministère des Sports et des Loisirs. Il est important de temps en temps de revisiter un peu les b.a.-ba de notre métier. Parce que vous savez que le monde évolue et les choses, tout évolue et il faut se mettre chaque fois au pas. Et donc c'est dans ce sens-là qu'à notre niveau, nous essayons chaque année, ne serait-ce qu'une fois, de rassembler nos membres et de les aider dans ce sens. Le choix des sujets, l'identité du journaliste, le journaliste sportif face aux nouveaux médias et la couverture des grands événements sportifs. Beaucoup de thèmes qui ont été développés et je crois que c'est bénéfique pour nos membres qui ont besoin de s'aguerrir pour pouvoir être efficaces et professionnels sur le terrain. Nombre d'activités verront le jour dans cette perspective de remise à niveau perpétuelle des membres de l'AGCIT. Et dans la soirée de ce vendredi, une cérémonie de remise de prix aux lauréats du concours d'excellence a été organisée par l'AGCIT. Partenaires et accompagnateurs ont été également récompensés. Jean-Kofi Hededi. L'Association des journalistes sportifs indépendants du Togo, AGCIT, s'inscrit dans la dynamique des innovations. C'est ainsi qu'elle a organisé un concours d'excellence qui consiste à primer les meilleures productions. À cette rencontre dénommée Soirée des I, les lauréats du dit concours ont été récompensés. Donaldo Basinga pour la presse en ligne, Donatien Ziga pour la presse écrite, Moumouni Souradi pour la radio et Arnold Bokor pour la production vidéo. C'est le fruit de plusieurs années de travail. Aujourd'hui, je ne peux qu'être fier d'avoir reçu cette distinction ce soir. Ce titre-là me pousse à faire plus, à donner plus, parce que les années à venir, la bataille sera encore rude. Donc l'objectif, c'est de toujours être le meilleur, toujours pousser pour aller plus loin. Donc voilà, c'est le défi. Continuer à progresser pour faire mieux. Je dédie ce trophée à mon équipe, 228 foot, et voilà, tous ceux qui me soutiennent à poursuivre dans cet élan-là. Des attestations d'honneur ont été attribuées au ministère de la Communication, des Médias et de la Culture et au ministère des Sports et des Loisirs pour leur accompagnement. C'est l'excellence, c'est ce que nous voulons au sein de l'association. Nous voulons avoir des journalistes compétents, des journalistes professionnels, remarquables sur le terrain. C'est pourquoi nous avons initié cette distinction-là pour permettre à nos membres de continuer à travailler, de continuer à chercher la perfection, l'excellence. Chaque année, ce sera comme cela et donc pour faire partie des lauréats, il faut être bon. Et c'est le message que nous voulons transmettre. Et puis félicitations aux lauréats de cette première édition qui l'ont véritablement mérité. Les partenaires techniques n'ont pas été oubliés. À noter également la distinction de Innocent Agloanou et de Eugène Bamazi comme membres fondateurs de l'AGCIT. Des certificats ont été donnés aux membres de l'association qui ont validé au moins 2 niveaux durant les 3 séances de formation organisées depuis 2023. Et nous sommes toujours sur ce plateau avec la présidente de l'AGCIT, Fifia Sogbavi. Alors aujourd'hui, comment se porte l'AGCIT? L'AGCIT va bien, vous venez de remarquer vous-même, depuis fin 2022 que nous sommes arrivés, nous avons initié une série de formations sur 3 niveaux que nous venons d'achever maintenant et qui a permis à ceux qui ont suivi au moins 2 des 3 niveaux de bénéficier d'un certificat. Donc, nous pouvons dire que l'AGCIT va bien. Nous essayons chaque année d'organiser nos AG, couplés souvent de formation. Et voilà. Et pour la première fois, nous avons organisé la cérémonie de remise de trophée après un concours initié à l'intention de nos membres. Alors, vous le disiez tantôt, c'était donc le 21 décembre 2022 que vous étiez porté à la tête de cette association. Et aujourd'hui, on peut dire que vous êtes vers la fin de votre mandat. Alors, on dresse quel bilan de ces 2 dernières années? Un bilan plutôt satisfaisant. Bon, on ne s'apprécie pas souvent, mais bon, je peux le dire parce que, premièrement, nous avons réussi chaque année à tenir nos AG, parce que selon nos statuts, les AG
doivent se tenir de façon annuelle. Nous avons réussi jusque-là. Le second pari, c'était de pouvoir de temps en temps recycler nos membres. Parce que, bon, on parle souvent de formation, mais avant tout, ce sont des recyclages parce que l'association est constituée des journalistes. Tu dois être journaliste avant d'être membre. Donc, ça veut dire que tu as déjà été formé comme journaliste. Maintenant, nous essayons sur certaines thématiques de recycler nos membres. Et c'est ce que nous avons réussi encore à faire depuis que nous sommes là. Et pour la première fois, nous avons réussi cette année à lancer ce concours qui a permis à certains de nos membres d'être primés. Donc pour moi, peut-être qu'on aurait pu faire mieux, mais l'essentiel est là et nous ne pouvons être que satisfaits de ce qui s'est fait jusqu'à maintenant. Justement, cette formation était donc la 3e du genre, c'est bien ça? Justement, parce que nous avons initié une série de formations depuis que nous sommes en 2023 sur 3 niveaux. C'est-à-dire la formation avait un thème général qui était l'identité du journaliste. Parce que nous devons savoir qu'avant d'être journaliste sportif, il faut être journaliste. Et après, la première session, le premier niveau a été fait à Takbamé. C'était en 2023, en juin 2023, 2 jours de formation où il y a eu beaucoup de thèmes à ce niveau, la couverture des grands événements sportifs, le journal sportif et les nouveaux médias. On a eu beaucoup de thèmes, voilà. Donc, nous avons continué l'année passée avec le choix des sujets, comment choisir des bons sujets pour faire un bon travail, les angles et tout cela, on a touché à ça l'année dernière. Et cette année, on a fini avec maintenant comment traiter ces sujets-là, le traitement de ces sujets. Voilà. Et vous savez que tout ça a été dirigé par le formateur principal qui était le docteur David Tchagbera, vous savez, qui est également à la TVT ici et qui est également enseignant en journalisme. Voilà. Donc, nous avons fini avec cette série de formations. C'est pourquoi, à la fin, ceux qui ont réussi à participer au moins à deux niveaux ont reçu leur attestation, le certificat. Et vous êtes allé plus loin avec cette cérémonie de récompense première du genre. C'est que la GICIT accorde du prix à la promotion de ses membres. Voilà. Vous savez, comme je viens de souligner, nous avons initié cette formation. Maintenant, il va falloir que, est-ce que cette formation a été bénéfique à nos membres? Donc, pour le savoir, c'est quand même leur permettre d'exercer. Bon, ils exercent déjà, mais à notre niveau, de pouvoir juger un peu ce qu'ils ont appris. C'est pourquoi, dans 4 catégories, nous avons ici ce concours-là. À l'interne, pour la presse en ligne, la presse écrite, la radio, et puis la production vidéo. Et il y a eu un prix également, un prix spécial, qui était le prix de l'innovation. On a essayé de voir parmi nos membres là qui innovent, qui a quelque chose de très innovant. Et voilà, donc voici les 5 prix qui ont été décernés. Le prix de l'innovation qui est revenu à 228foot.tg. 228foot.tg, le site dont vous êtes administrateur. Non, pas du tout. Moi, je suis togofoot.tg. Togofoot.tg. Et 228foot.tg, c'est un site totalement consacré aux statistiques. Ah oui. Aux statistiques, ce qui est une innovation parce que vous savez, il y a beaucoup de sites aujourd'hui de sport qui donnent des informations. Exactement. Mais ce site s'est positionné comme un relayeur des statistiques. Donc quand vous allez là-bas, vous prenez les journées de championnat, vous avez le nombre de buts marqués, le nombre de buts encaissés, vous avez les buteurs, les noms de buteurs, les minutes des buts. Et c'était une innovation dans la presse sportive et c'est pour nous, il fallait quand même encourager cette innovation-là. Voilà. Donc c'est aller à 228foot.tg. Alors on parlait de première édition, c'est dire que derrière on se prépare pour une prochaine. Justement, on se prépare pour une prochaine édition. On croit, on espère que si les partenaires sont à nos côtés et nous soutiennent comme ils l'ont toujours fait, et puis si tous les membres sont aussi disposés et puis disponibles à nous accompagner, nous ferons encore cette 2e édition. Voilà, c'est l'occasion donc de remercier certainement ces partenaires, toute l'équipe. Voilà. De la GICIT. Justement, vous avez vu qu'il y a beaucoup de partenaires qui ont même reçu des prix et des attestations, d'encouragement. Quand je prends par exemple le ministère de la Communication, des médias et de la Culture, le ministère des Sports, le CNU Togo,
Voilà, ce sont des institutions du sport qui nous ont toujours accompagnés dans nos activités. La Fédération togolaise de football, voilà, qui nous accompagne également. Et il y a aussi des personnalités qui ont également reçu ces attestations-là. Et pour cette première, je ne sais pas si je peux le dire, hein, pour cette première édition, nous avons été accompagnés par Yas Togo. Voilà, donc on s'attend encore à d'autres partenaires pour pouvoir améliorer les choses et faire mieux la prochaine fois. Et voilà, qu'est-ce que l'AGCID nous réserve donc pour la suite? Pour la suite, c'est toujours déjà rester là où on est. Le minimum doit être organiser encore notre Assemblée générale et pouvoir organiser encore au moins une formation, puisque vous savez que nous avons des membres sur toute l'étendue du territoire et on ne peut pas à chaque fois se retrouver, au moins une fois dans l'année se retrouver, organiser ces formations, ces recyclages-là, l'AG, et puis cette cérémonie de remise de prix. Mais aussi, si nous pouvons encore innover d'autres choses, nous le ferons. Voilà. Mais il faut savoir aussi que moi, mon premier mandat, ou bien mon mandat actuel, s'achève en décembre et on verra bien pour la suite. On verra bien pour la suite. Football féminin à présent, après sa participation au tournoi Grammys World Cup en Afrique du Sud. L'équipe Mamis du club Femme Foot Santé Togo est rentrée au pays depuis dimanche dernier. Un retour marqué par un accueil chaleureux à l'aéroport international Nyasimbe et Yadema. Découvrons cette ambiance avec Sonia Amenipo. Des cris de joie, des accolades. C'était l'ambiance qui a régné dimanche 7 avril 2025 à l'aéroport international Nyasimbe et Yadema. La raison, le retour de l'équipe Les Mamies des Femmes Foot Santé Togo, ce après sa première participation en Afrique du Sud du 2 au 5 avril dernier au tournoi international de football dénommé Grammys World Cup. À leur arrivée, elles ont été chaleureusement accueillies par leurs coéquipières restées au pays. C'est un tournoi qui se fait chaque après 2 ans en Afrique du Sud et c'est la première fois que nous participons. Et on est très heureux de participer à ce tournoi. Et je peux dire aussi, sur 3 matchs, on a fait 2 défaites et 1 victoire. Et on est très heureux et on se prépare mieux pour les prochaines fois. En Afrique du Sud, l'équipe Les Mamies des Femmes Foot Santé Togo a joué contre les Américaines et les Sud-Africaines. Grammys World Cup est une compétition qui a regroupé cette année 32 équipes venues de 8 pays, à savoir l'Afrique du Sud, les USA, la France, la Zambie, le Zimbabwe, le Mozambique et le Togo. Et nous sommes rejoints sur ce plateau par la présidente nationale du club Femme Foot Santé, c'est Madame Kobara Honorine. Bonsoir. Bonsoir Madame Sergine. Ravi de vous avoir sur ce plateau. Merci, ça fait plaisir. On s'est remis déjà de cette compétition. Oui, ça va, on a récupéré un peu, ça va. En tout cas, ça fait toujours du bien de changer d'air. Vraiment. Mais surtout de pratiquer du sport. Vraiment. Alors, quelle est la mission? On parle de Femme Foot Santé du Togo. Déjà, est-ce que vous pouvez nous présenter généralement ce club? Ok, merci. Et pour commencer, je tiens vraiment à remercier toutes les participantes qui ont eu confiance à ce projet et qui se sont données vraiment pour la réussite de ce tournoi. Et l'association Femme Foot est une association sportive qui regroupe toutes les femmes. Comme vous le savez, le sport n'a pas d'âge. Donc, pour ce tournoi spécialement, c'est réservé pour les femmes âgées de 50 ans. 50 ans et plus? Oui. C'est-à-dire, si vous n'avez pas 50 ans, vous ne pouvez pas prendre part à ce tournoi? Non, si vous n'avez pas 50 ans, vous ne pouvez pas jouer. Et on parle de Grammys World Cup, c'est-à-dire que c'est une compétition, c'est une coupe mondiale, c'est la coupe du monde. Oui, presque c'est la coupe du monde parce qu'il y avait presque tous les pays qui étaient là. Et ça a été. Donc c'est vraiment un tournoi international. Et le club Femme Foot Santé du Togo existe depuis quand? C'est créé depuis 2022.
Et 2023, on avait eu une invitation de participer à ce tournoi, mais on n'a pas pu parce qu'on ne s'est pas préparé pour ça. Et depuis ce temps, on a commencé par se préparer pour pouvoir participer à cette année. Et comment est-ce que vous avez justement entendu parler de ce tournoi? Oui, que ce sont des... Le tournoi est organisé par Maman Beka qui s'est donné vraiment pour encourager les femmes, pour encourager les mamies à faire du sport à travers le ballon rond. Et parce que pour faire le sport, il faut vraiment se donner. Mais si c'est avec le ballon, les femmes se donnent en train de s'amuser, mais elles profitent de faire du sport. Alors pourquoi est-ce que le club Femme Foot Santé du Togo a tenu à participer à cette compétition, à ce tournoi? C'était quoi les objectifs derrière? En fait, l'objectif, c'est premièrement, c'est pour aller défendre les couleurs du pays et mobiliser nos femmes ici à pratiquer le football et encourager. C'est le moment aussi encore de mobiliser les femmes et à les faire comprendre après la maternité, on peut mieux faire. Parce qu'après la maternité, on se dit non, on ne peut plus faire quelque chose. Non. Donc il faut se donner toujours au sport. Sauf que c'est réservé à une catégorie de tranche d'âge. Oui. Est-ce qu'au sein du club, la compétition en elle-même était réservée aux femmes de 50 ans et plus? Sauf que le club Femme Foot, lui, il accueille des femmes de tout âge. Oui. Bien à partir de 40, à partir de 30 ans, il y a une catégorie d'âge? Et oui, on avait commencé avec 40 ans, mais on voit qu'avec notre morphologie, il faut ramener ça à 35 ans. Donc, pour intégrer à l'association, il faut avoir 35 ans en allant. Mais on a des compétitions à faire chaque année. Par exemple, on a des éditions. Et première édition, c'était à Lomé, deuxième à Kara, et le 24 mai, le mois prochain, ça se fait à Palimé. Donc, pour ce tournoi, on ne distingue pas d'âge. Mais pour le tournoi de l'Afrique du Sud, c'est spécialement pour les femmes de 50 ans et plus. Alors, comment s'est faite donc la sélection des différentes participantes? Ok, depuis nos éditions, on a commencé par faire les sélections des femmes âgées. Et à part ça, et dans les sections, après avoir fait ces sélections, et dans les sections, on s'entraînait pour pouvoir se regrouper. Et avant le voyage, quand on a fait le regroupement, donc ça nous permettait aussi de s'entraîner une fois, deux fois ensemble pour pouvoir voyager. Et la détection, est-ce qu'elle a été faite sur toute l'étendue du territoire national? Oui, oui. C'est sur toute l'étendue du territoire. Par exemple, d'Apaon, on a eu des éléments à Kara, Sokodé, à Tapamé, Palimé, à Lomé. D'accord. Alors vous retournez, vous rentrez de cette compétition. On veut revenir sur comment est-ce que ça s'est déroulé là-bas pour nous qui n'y étions pas. Comment ça s'est passé, l'accueil, la compétition. Racontez-nous un peu. Ok, l'accueil était vraiment chaleureux. On était tellement heureuse parce qu'il y avait même l'organisatrice Maman Beka même qui était là. C'était une première en Afrique du Sud pour vous? Oui, c'est la première fois de participer à un tournoi international. Donc Maman Beka même était là à l'aéroport pour nous accueillir avec des chansons. C'était bien. On se retrouvait en famille et ça s'est bien passé. Maman Beka en question, c'est une Togolaise résidente? Non, elle est sud-africaine. Celle qui a organisé le tournoi. Du tournoi. Voilà. Donc, elle était là en personne et aussi il y avait les femmes avec les chants, tout. C'était bien. L'accueil était bien. Donc, déjà, on se retrouvait en famille et au niveau du tournoi aussi, ça c'est bien. La langue, le facteur langue n'a pas constitué une barrière pour vous là-bas? Non, ce n'était pas trop. Ce n'était pas trop. Donc, là-bas, elle parle anglais. On a parlé, le langage du football a parlé là-bas. Vraiment. Mais pas la langue. Non. Sinon, ça a été début jusqu'à la fin, c'est bon. Voilà, et les matchs en question, on revient sur les équipes que vous avez eu à affronter et comment ça s'est déroulé. Ok, on était dans le pool avec Amérique, les Américaines, les Ghanéennes et l'Afrique du Sud. Et donc, il n'y avait pas l'équipe du Ghana. Donc, on a fait aller-retour avec les Américaines. D'accord.
Et avec les Américains, nous ont battu. Et au retour, nous aussi, on a battu l'équipe sud-africaine. Voilà. Yes. Donc, sur 3 matchs, ça fait... Et 2 défaites et 1 victoire. D'accord. Ouais. Oui, Fifi Assobavi, ton avis sur cette compétition? C'est une bonne chose, hein, déjà de se retrouver à partir d'un certain âge et rester ensemble comme un club, jouer au football. Et déjà, c'est une bonne chose pour la santé surtout. Parce qu'on remarque que les femmes d'habitude, après la maternité, elles n'aiment pas plus se donner au sport. Mais c'est très très important si on veut garder la forme. Donc, je crois que déjà un club comme ça de mamie, ça permet aux femmes de se retrouver et d'être ensemble. Et ça leur permet aussi de pouvoir se mettre en forme. C'est déjà c'est déjà ça qui est très important. Mais en même temps, de s'épanouir sur le terrain, c'est un divertissement. Maintenant, participer à ce tournoi, c'est également une bonne chose. Elles sont sorties, elles ont vu un peu comment ça se fait. Et puis, bon, le résultat, pour moi, le résultat compte peu. C'est déjà de participer et d'avoir vécu cette ambiance-là qui est le plus important. Elles étaient quand même en poule avec les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis et puis l'Afrique du Sud, il fallait le faire. Hein. Elles ont quand même eu une victoire et c'est intéressant. Je pense qu'elles vont garder le cap et pour les prochaines éditions, elles feront tout pour y être. Oui, c'était une première édition et vous avez certainement pris goût. On se prépare pour les prochaines éditions. Oui, vraiment. On se prépare pour les prochaines éditions. Par exemple, ça se fait après chaque 2 ans. Donc, en 2027, ça sera au Kenya. Donc, on commence par se préparer en faisant des matchs amicaux avec les équipes, par exemple Ghana, Bénin, etc., pour pouvoir mieux se préparer. Et aussi pour nos éditions nationales, il faut aussi... Maintenant, on va vraiment travailler pour pouvoir y arriver. On va vraiment travailler pour que la prochaine fois, les résultats soient plus à la hauteur. Oui. On va quitter la phase des poules et titiller aussi le haut du sommet, pourquoi pas? Pourquoi pas ramener même la coupe? Bien sûr. Alors, qu'est-ce que vous retenez, qu'est-ce que vous gardez comme souvenir de ce voyage, de cette compétition? Ok, je peux dire notre rêve a été réalisé et aussi c'est le moment aussi de garder le lien avec les autres équipes qui étaient là et aussi c'était le moment de partager l'expérience avec les équipes qui participaient avant, comme c'était la première fois pour nous. Combien d'équipes y ont pris part en tout? Il y avait 32 équipes. Wow. Ouais. C'est une Coupe du Monde. Une Coupe du Monde. Il y avait 32 équipes. Donc, on a aussi profité, partager et s'échanger, voir dans les jours à venir comment il faut faire, comment elles arrivent à faire pour pouvoir participer à tout moment ces compétitions. Donc je peux dire c'était bien de vivre l'ambiance du tournoi. Et qu'est-ce que cette aventure a apporté à vos joueuses sur le plan humain, sur le plan sportif ou émotionnel? Ouais, ce que j'ai remarqué au niveau de nos participantes, et souvent ici au pays, avec la forme, bien se lever matin, dire je vais aller au sport, c'est comme si tu as tellement du temps. Mais là-bas, arrivé quand ils ont vu d'autres femmes. Par exemple, chez nous, on a voyagé avec la plus âgée à 72 ans, mais elle a joué. Elle a joué? Oui, elle a joué. Mais arrivé là-bas, on constate qu'on a les femmes, par exemple, notre premier but d'Amérique était marqué par une femme de 98 ans. Ah oui, ça? Oui. Donc, il y avait les femmes de 100 ans. Donc, elles sont âgées, mais elles sont fortes. Et elles n'ont pas les formes comme nous on avait tellement la forme. Donc, nos femmes aussi, elles ont profité, dire, au retour, je dois commencer par travailler. Donc, je peux faire mieux si celle-ci a l'âge là et joue comme ça, je peux mieux faire. Donc, elle commence par travailler pour se préparer. Voilà. Alors, quel est le message maintenant que vous souhaiteriez adresser à ces femmes-là, toutes ces femmes, pas seulement celles de plus de 50 ans, qui hésitent encore à se lancer dans des activités sportives?
Ok, c'est le moment d'encourager nos soeurs, nos mamans, de continuer par faire le sport et surtout encourager la politique du chef de l'État. Et pour les journées nationales du sport, il faut toujours s'appliquer. Il faut toujours s'appliquer. Ce n'est pas seulement aller jouer le football, mais il faut faire le sport pour le bien-être. Et nos mamans qui veulent aussi jouer, la porte est toujours ouverte pour toute personne qui veut pratiquer le football avec nous. Fifi Asogbavi, on va s'inscrire au club Femme Foot Santé. Je voudrais te demander à partir de quel âge il faut. À partir de 35 ans. Nous sommes donc les bienvenus dans votre club. Vous êtes les bienvenus. Et c'est le moment aussi de dire, les femmes qui sont dans l'équipe, ce sont des femmes qui n'ont jamais joué. C'est la première fois, nos mamans n'ont jamais joué, c'est la première fois de jouer et elles prennent du plaisir comme ça. Donc si même tu n'as jamais fait du foot, tu peux venir jouer avec nous. Voilà, le club est donc ouvert à toutes les catégories d'âge, mais également à toutes celles qui souhaitent bien y adhérer. Alors, quels sont donc maintenant les projets à venir avec le club Femme Foot Santé? Donc, actuellement, comme je viens de le dire, on a d'autres matchs à faire. Et avant cela, l'association ne pratique pas seulement le football. On s'entraide entre nous, on fait des débats, il y a des formations aussi qu'on fait. Donc, on a d'autres choses à faire que de football. Et la prochaine activité, c'est? Et la prochaine activité, c'est le 24 mai 2025. Il s'agit de quoi exactement? C'est le tournoi international, le tournoi national qu'on fait. Ça sera notre 3e édition qu'on fera à Palimé. Donc, vous êtes invités aussi. On peut en savoir plus sur ce tournoi? Et oui, ce tournoi regroupe les équipes session d'Apaon, session Kara, session Palimé, session Atapamé, session Lomé. Donc, et on se retrouve, on fait des matchs entre nous comme on le fait. Et à la fin, c'est la femme qui gagne. C'est la femme qui gagne, mais il y a toujours des trophées. Oui, il y a des trophées, il y a des médailles, il y a des prix d'encouragement. Alors, il va falloir batailler pour rentrer avec le trophée, alors? Oui, et la première édition, c'est Sokodé qui avait remporté le trophée. Nous en serons à laquelle? La 2e édition, c'était Lomé. Et la prochaine sera laquelle? Ça sera encore Lomé, j'espère bien. Quelle édition? 3e édition. Ça sera 3e édition. Voilà. Donc, à part ça, il y a d'autres événements internationaux à venir? Oui. Et il y a seulement, quand on est revenu, on a déjà eu 2 appels pour faire des matchs amicaux. Il y a Burkina qui nous attend déjà. Il y a aussi Ghana qui fait l'appel pour faire des matchs amicaux avec eux. Voilà. Alors, vous avez certainement eu une anecdote à nous raconter sur ce voyage, sur ce tournoi du côté de l'Afrique du Sud. Un souvenir comme ça, une petite histoire drôle que vous gardez de cette compétition? Ok, merci. Et je peux dire le voyage, et certains, c'est pour la première fois de voyager par avion. Donc, comme vous imaginez déjà, avec l'âge, tout ça là, on était très heureuse. On était contente avec les selfies, les photos, tout ça là. Il faut immortaliser le moment. C'était bien. Et l'aéroport, à l'arrivée à Johannesburg, avec l'ambiance du comité d'organisation qui était là pour nous accueillir, c'était très bien. Et aussi, en Afrique du Sud, lors du tournoi, il y avait des équipes aussi qui étaient là, avec leurs supporters, leur habillement traditionnel, tout ça là, on était là en train de regarder leur danse, tout ça là, c'était bien quand même, donc nous aussi on a appris quelque chose. Et c'est dire que vous aussi, vous allez mieux vous préparer, mieux vous structurer pour les prochaines organisations. Oui, on se prépare mieux pour les prochaines fois. Voilà. Madame Kobara, nous sommes à la fin de cet entretien. Votre mot de la fin? Ok, merci madame. Je profite de l'occasion de remercier le chef d'État qui
qui a œuvré pour qu'on puisse voyager, et surtout pour Madame le ministre qui était toujours au four et au moulin pour que ce projet puisse vraiment être à bout. Il y a aussi le président de la fédération qui était aussi à côté de temps en temps voir comment est-ce que ça allait. Donc c'est le moment de les remercier et de dire d'être toujours à nos côtés, de ne pas nous laisser. Nous aussi, on va toujours continuer à faire des efforts. Et remercier aussi Dr Kouvahe. Dr Kouvahe qui a vraiment fait un travail pour nous. Qui s'est transformé en coach lors de cette compétition. Vraiment, tantôt il est coach, il est docteur. Il a porté plusieurs casquettes. Oh, vraiment, vraiment. Il s'est battu, il s'est battu. Donc, et aussi, je salue Madame Kwekwasi, qui est maire adjointe communément appelée Elino, qui avait fait le voyage aussi avec nous. Et donc, elle est membre de section Kara. Donc, c'est le moment aussi de remercier le peuple togolais qui était de loin, nous soutenait, nous encourageait pour pouvoir y faire. Merci, madame. Merci à vous aussi. Merci. Poursuivons cette édition avec le football, le sport roi, actualité oblige. Happy New Year, la coupe éponyme est rentrée à sa détentrice qui est l'association sportive des jeunes d'Avepozo. L'ASJA a battu à la finale son adversaire de l'association sportive Ebenezer sur le score de 2-0. Tiens, Piotba y était, voici son reportage. Défilé en hommage à feu maire Jean-Baptiste Dagbovi, parrain de la compétition décédé le 20 janvier 2025. Mot empreint d'émotion du président du comité d'organisation, Amou Adama. Puis la finale entre l'association sportive des jeunes d'Avepozo, ASJA, championne en titre, et l'association sportive Ebenezer, AC Togo. Au fur et à mesure que les minutes s'égrènent, ASJA affiche ses intentions, mais reste contrariée 2 fois par le montant. À la 15e minute, il cherche des partenaires, le centre était tué pour Dima. Et à la 30e notamment. Une 4e tentative, c'est encore le montant. À la 50e minute, le club d'Avepozo a gain de cause à travers cette ouverture du score signé à Kakbo Ayaovi. Ce but dope apparemment les ardeurs des jaunes et bleus d'Avepozo qui reviennent à la charge à la 11e minute pour corser l'addition grâce à nos magnons Kevin. Zéro but contre 2, les carottes sont cuites pour AC Togo qui regrette de n'avoir pas su s'imposer tôt. Déçu parce que la première mi-temps, ils ont dominé complètement le match. Et la deuxième mi-temps, on est revenu un peu plus fort, mais on a vite encaissé un but qui a traumatisé le match. C'est pas ce qu'on attendait. Le contraire du côté d'ASJA, qui attendait cet instant pour se la jouer conservatrice. On a l'habitude de jouer, à chaque fois on est toujours ensemble, ça fait des années. C'est ce qui a fait qu'à chaque fois on est en train de dominer les adversaires. C'est dans notre habitude de gagner. Toute compétition qui s'achève bien a de quoi satisfaire ses initiateurs. Nos attentes sont comblées du moment où nous avons bien commencé et nous arrivons à l'apothéose aujourd'hui. Dame Coupe a choisi son camp et les deux acteurs, ou bien les deux formations ont bien évolué. On a vu de beau football. On déplore toujours l'état du terrain. L'état du terrain qui n'offre pas un jeu très plaisant aux spectateurs. Donc nous invitons les bonnes volontés qui veulent une fois encore soutenir cet événement, surtout à œuvrer pour le bon état, pour l'évolution de la rénovation du terrain de l'EPP d'Evego. Un appel entendu aussi par la mairie de la commune Golf 6 qui opte néanmoins pour la continuité. Je demande à la communauté de Baguida et ses environs de renouveler cette attente, de renouveler ce que le feu James nous a légué chaque année. Le même message va à l'endroit de la jeunesse, de rester soudés, sereins pour hisser tout Baguida au firmament. Comme d'habitude, une grosse pluie de récompenses s'est abattue à la fin sur les têtes des arbitres, des meilleurs buteurs et gardiens,
des 4e et 3e au classement, du dauphin AS Togo et de la championne AS-Ja. Au terme de cette finale, les uns et les autres se sont prononcés sur toute l'organisation, les difficultés ainsi que les atouts de la compétition. On les écoute au micro de Tchempiutba. Fatal nous a été jeté au visage. Je veux vraiment encourager les autres communes à faire pareil parce que ça donne la vie. Vous voyez, des jeunes sont sortis. Au moins, il y a au moins quelque chose, un spectacle que des gens peuvent voir, donc ça donne la joie. On sent qu'ici, là, ils aiment trop le football, c'est déjà bien. Il faut qu'ils encouragent ça, que Devogo soit un modèle de commune qui développe le football. C'est à saluer, puisque ça a permis quand même aux deux équipes de se retrouver et de célébrer ensemble. Ça, c'est le plus important. Et donc, nous bénissons les autorités togolaises qui ne cessent de promouvoir le sport et de promouvoir aussi les infrastructures. C'est bien organisé. Organiser ces choses, c'est pas facile, c'est pas du tout facile. Donc moi, je félicite les organisateurs parce que organiser un tournoi, ça demande beaucoup d'énergie, Donc félicitations à eux, courage à eux, que ça continue. Nous avons rencontré des difficultés, surtout au niveau des sponsors. Les sponsors qui n'ont pas du tout réagi, c'est à la dernière minute que certains ont réagi. Mais nous lançons encore un appel à tous ceux-là que nous envoyons des courriers de réagir au plus tôt pour que le football se déroule très bien, pour que les meilleures équipes sortent, les meilleurs joueurs sortent de cette compétition. L'organisation, bon, le malo, il y en a un terrain avec et frappé dans mes vies. Terrain avec ta donne pour les joueurs avec des coachs dans la football, le terrain avec ta et j'ai un ami sous bon. Et l'organisation a mis là-bas donc pas mais wa sotique mima bois si pela nanyo avant noter nous pour de temps et empêcher dans le club qui se connaissent déjà bien pour deux. Oui, Fifi Assogwavi, le tournoi Happy New Year qui perdure, qui continue d'exister, quoique son promoteur n'est plus. Oui, justement, c'est chaque fois qu'on parle de ce tournoi de Devogo, on se rappelle de notre confrère James Konake qui est parti il y a quelques années. C'était le promoteur de cet événement. Donc c'est bien de constater que jusqu'aujourd'hui, ce tournoi existe et il y a toujours cet engouement autour de ce tournoi dans cette localité de Devogo. Et bon, maintenant il y a des suggestions. Je crois que à ce niveau-là, par rapport au terrain, je crois que la commune, il y a ça, je crois que ça doit être du ressort quand même de certaines communes de pouvoir voir ce qu'il faut faire, parce que c'est un tournoi qui rassemble quand même beaucoup de monde et beaucoup de clubs. Voilà. La journée internationale du sport au service du développement et la paix a été célébrée le dimanche 6 avril dernier. La ville d'Amou-Oblo, dans la préfecture d'Amou, a accueilli la 4e édition placée sous le thème « Le sport au service de l'inclusion sociale ». Entre autres activités, une course cycliste hommes et dames. Ils ont couru du siège de la préfecture jusqu'au lycée de la localité, soit une distance de 6 km. Regardez. Sur la ligne de départ, une trentaine de jeunes coureurs prêts à écraser les pédales. Très rapidement, un groupe se détache du peloton. Mais c'est finalement Esso Edeu qui prend l'ascendant. À la mi-course, le jeune cycliste s'échappe de son adversaire principal pour ne plus jamais être rattrapé. Il franchit la ligne d'arrivée avec une belle avance sur son dauphin. Je suis très content parce que moi, ma passée était être premier. Et je suis arrivé. Au départ, les gens étaient devant moi. Et j'ai pris appui pour commencer avec la course. La vitesse que j'ai prise, c'est avec la même vitesse que je suis arrivé ici. 5 minutes après les hommes, les femmes ont pris la route pour la même distance, 6 km. Tête dans le guidon, certaines pédaleuses prennent l'initiative. Parmi elles, Adjovi, qui maintient un rythme régulier et soutenu jusqu'à franchir en premier la ligne d'arrivée
sous des acclamations. J'ai commencé doucement, mais à un moment donné, je me suis donné de la force pour dépenser les autres. Chez moi et au lycée, c'est un peu loin. Donc chaque jour, je pédale vélo matin, midi, soir. J'aimerais avec les entraînements devenir une cycliste. La Fédération togolaise de cyclisme a exprimé sa satisfaction face à l'enthousiasme des jeunes participants qui ont montré un intérêt pour cette discipline encore émergente dans la région. Je voudrais remercier ceux qui ont pris l'initiative d'organiser d'abord ces événements en général et cette course ordinaire cycliste en particulier, parce que ceci nous a permis de découvrir des talents. Et je voudrais supplier les autorités de ce milieu à faire en sorte que nous ayons un club au niveau d'Amou au Blo. Et la fédération apportera son expertise. Quand on parle du club cycliste, la première des choses qu'il faut avoir, c'est le vélo. Et ce vélo que vous avez vu aujourd'hui, c'est pas ça que le club là disposera pour faire son travail. Il faudra des vélos de course et ces vélos coûtent cher. Donc je voudrais particulièrement interpeller monsieur le maire, monsieur Mé Singbe, pour qu'il nous aide dans ce sens. Et ce qui m'a beaucoup plus émerveillé également, c'est la mobilisation de nos jeunes filles. Et nous comptons, au niveau de la fédération, instituer la première édition du Tour cycliste international féminin l'année prochaine. Donc nous sommes à la recherche des filles qui s'intéressent à notre discipline. Au-delà de son aspect compétitif, cette course cycliste a permis de détecter de nouveaux talents qui vont contribuer à renforcer la dynamique sportive dans la région des plateaux, mais également de sensibiliser davantage sur l'importance des activités physiques au quotidien. Oui, Fifi Asogbavi, le Togo dispose de talents, d'énormes talents. Il ne demande qu'à être mis en lumière à travers l'organisation de ces compétitions, ça et là. Oui, puis j'apprécie bien ce que fait cette fédération de cyclisme depuis quelques mois, quelques semaines. Je crois que tout dernièrement, ils avaient déjà organisé une telle course. Maintenant, ils étaient à Moblo et c'est de dénicher des talents, aussi bien chez les filles que chez les garçons, et de les trouver, de pouvoir faire un projet avec ces jeunes-là. Et maintenant, pour nos fédérations, le plus grand problème reste les moyens. Parce que comme il vient de le dire, il faut de l'argent pour avoir ces vélos professionnels et tout ça. Et puis il faut de l'argent pour pouvoir suivre ces jeunes talents et les faire éclore. Sinon, les talents sont là. Maintenant, il faut les moyens. Et j'espère qu'ils trouveront les moyens appropriés pour pouvoir faire développer ces jeunes. Et pendant ce temps, ils se préparent activement pour le prochain Tour cycliste international du Togo qui va donc se dérouler en mai prochain. En mai prochain, voilà, le Tour cycliste voilà. Donc, ils doivent être au pas, c'est-à-dire être prêts. Et pour ça, il faut des bons coureurs, il faut du matériel également. Et voilà, c'est dans ce sens que le travail se fait aussi. Et bon, j'espère qu'on aura encore des meilleurs coureurs pour ce Tour cycliste du Togo. Voilà, on souhaite donc bonne chance à la Fédération togolaise de cyclisme. Bien avant que les coureurs ne prennent la route, une formation des messagers communautaires de la paix a donné le temps aux activités de cette journée internationale du sport au service du développement et la paix. Regardez. Ils sont une vingtaine de leaders venus de différentes localités de la préfecture d'Amou. Ils ont été initiés à l'importance du sport dans la construction d'une paix durable, la gestion des conflits, la promotion de l'inclusion sociale. Un messager de paix, c'est un individu lambda qui a d'abord accepté, adopté un comportement de culture d'une paix durable et en retour essaie de transmettre cette valeur autour de lui dans sa communauté. Je représente Peace and Sport. Peace and Sport a développé une méthodologie qui se base sur des valeurs de paix lors des pratiques sportives pour transmettre des valeurs. Et c'est justement ce que nous sommes venus d'ici. La session a été ponctuée d'ateliers interactifs et des simulations sur les réalités locales liées aux conflits communautaires. Elle s'est clôturée sur une note d'engagement de ces nouveaux ambassadeurs de la paix. Ils nous ont appris comment former les gens pour la paix, surtout la paix
sur le terrain pour calmer les sportifs. Il faut faire le fair play sur le terrain, leur donner les conseils et leur donner ce qui se passe et comment évoluer dans leur sport. Le sport n'aime pas la violence, le sport aime la paix. Nous sommes prêts pour relever le défi. Cette formation s'inscrit dans le cadre des activités marquant la 4e édition de la Journée internationale du sport au service du développement et la paix. Les voilà désormais aguerris pour la mise en œuvre des initiatives sportives ayant un impact social positif. International du sport au service du développement et de la paix que s'achève ce magazine Fifi Asogbavi. C'était un plaisir de t'avoir dans cette émission. C'est toujours un plaisir pour moi aussi d'être sur votre plateau. Merci. Merci également à tous nos chers téléspectateurs. Merci à toute l'équipe de la réalisation. Ne partez pas rester sur la télévision togolaise. Nos programmes se poursuivent. Au revoir.